Eh bien, je suis avec Marius Bertolucci. Bonjour Marius. Vous êtes en direct de Marseille, si j'ai bien compris. Entre les deux, je suis à Bouc-Bel-Air, entre Aix-en-Provence et Marseille. Bon, d'accord. En tout cas, c'est un petit peu plus au sud qu'ici. Et je suis sûr qu'il fait très beau aussi, comme à Paris aujourd'hui. Et vous êtes l'auteur de L'homme diminué par l'IA. On va tout de suite dissiper un trouble. C'est homme avec un grand H. Hein, donc, on parle de l'être humain et pas... Voilà. Hein, donc, comme ça va éviter les remarques désagréables. Donc, L'homme diminué par l'IA. Alors, le titre m'a frappé. Donc, j'ai immédiatement allé acheter le bouquin, d'ailleurs. Parce que finalement, assez souvent, on entend parler d'hommes augmentés par l'IA. Mais donc là, ce contre-pied m'a intéressé. Alors pourquoi diminuer? Oui, alors d'ailleurs, l'homme avec un grand H et bien plus encore l'homme des Lumières. C'est celui qui m'intéresse, c'est la civilisation des Lumières. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Henry Kissinger, qui découvre le sujet de l'IA en 2015, pardon, il est effrayé par le sujet et il a écrit un très bon article qui s'appelle « Est-ce que les Lumières sont en train de s'éteindre ?» Bien sûr, les Lumières en majuscule. Et malheureusement, ce n'est pas la seule voie qui vont dans ce sens-là. Et il ne faisait pas référence à des élections qui sont en train de se passer. Non, parce que c'était un article de 2018 et Henry Kissinger nous a quittés il y a un peu moins d'un an, mais pour le coup, il était effrayé de voir les manifestations à Berlin à la suite du 7 octobre. Lui qui a connu Berlin sous le nazisme dans sa jeunesse. Absolument. Coup, ça l'a fortement inquiété. Mais les enjeux sont liés quand on sait l'impact des algorithmes apprenants et de l'IA sur les élections, sur notre rapport au réel, notre rapport aux fausses informations. Pour le coup, ce pauvre homme, grand H des Lumières, mais homme tout court, il se retrouve à ne plus pouvoir faire société comme auparavant, à ne plus pouvoir vivre dans une démocratie où la raison dicte ses règles, où le droit fait le comportement des individus. La liste est longue, donc me semble-t-il que oui, on est dans le cas d'un homme diminué. Et j'aime beaucoup les ouvrages de Michel Desminger. Si on prend ces deux derniers ouvrages, donc La fabrique du crétin digital et Faites-les lire, on a à peu près 2300 articles académiques résumés dans les deux livres pour nous montrer l'impact néfaste sur la psyché des individus des écrans et l'impact positif de la lecture. Mais comme nous ne lisons plus, là aussi on a des chiffres très clairs là-dessus, qu'est-ce que l'homme s'il n'y a plus de lecture? C'est un peu paradoxal parce qu'on ne lit plus, en même temps on n'a jamais publié autant de bouquins, on ne lit plus et on n'a jamais eu autant de gens qui ont passé le bac, forcément, puisqu'on leur donne tous. Mais donc ça veut dire que fatalement aussi, il y a plus de gens qui lisent que ce qu'il y avait quand moi j'ai passé le bac et où on disait qu'on était l'élite parce qu'on faisait partie des 10% qui avaient le bac. Donc c'est quand même assez ambigu tout ça. Alors pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté sur le point parce que oui, un baccalauréat, mais il faut voir les bacs généraux, les bacs techniques et les bacs professionnels. Il faut voir aussi les résultats réels des bacheliers aujourd'hui. En gros, c'est que si on fait monter artificiellement le bac en réduisant le niveau, c'est pas pour ça qu'on a fait monter la connaissance des citoyens. Il y avait tout d'un coup une idée qui m'avait frappé en vous écoutant par rapport ça me revient par rapport au bac. Ah oui, bien sûr. La présidente du Conservatoire national du livre disait récemment, une étude est sortie il y a un peu moins d'un an sur l'impact de la lecture en France et chez les plus jeunes. Elle disait nous arrivons dans un monde où nous aurons plus d'auteurs que de lecteurs. Et c'est pas tellement faux parce que pendant le Covid, alors ça c'est heureux, enfin à voir, il faut discuter dans le fond, mais 10% des Français se sont mis à écrire. Mais alors j'ai pas les chiffres précis en tête du lectorat, mais et puis quand je dis lectorat, je parle de lecture sérieuse. Le manga et la BD, c'est du divertissement. Là, quand on parle de lecture, on sous-entend une lecture faite de mots, de romans, qui ont un impact notamment positif sur la construction des jeunes esprits, parce que le nombre de mots que vous avez en esprit, la lecture, c'est le facteur prépondérant pour expliquer ensuite différentes formes d'intelligence. Donc oui, nous avons plus de gens diplômés, mais c'est pas un gage, pour le coup, de connaissances et d'augmentation des savoirs. Et là, pour le coup, c'est pas qu'un discours qu'on pourrait dire réactionnaire. On a assez d'études précises. Je renvoie aux ouvrages de Michel Desminger. Je renvoie à une étude du ministère de l'Éducation qui est faite depuis les années 80 sur un même texte de quelques lignes, 60 mots, qui est fait auprès des jeunes pour voir un peu le capacité d'orthographe. Tout ça est en train de se casser la gueule. Donc en fait, il y a plus de gens qui savent lire, mais c'est pas pour autant qu'ils lisent dans la durée. Finalement, ça rappelle un peu ce que disait Nicholas Carr il y a une quinzaine d'années, quand il a dit que Google nous rendait stupides, nous rendait idiots. Parce qu'en fait, ce qu'il expliquait dans son article de The Atlantic, si mes souvenirs sont bons, c'est que
oui, il avait le savoir au bout des doigts, mais qu'il trouvait qu'il avait plus de mal à se concentrer sur des lectures longues. Or, c'est cette lecture longue qui fait l'apprentissage, en fait. Oui, et c'est un très bon exemple d'évoquer Nicolas Carr parce que il écrit en 2008. Je suis allé vérifier, il est quinquagénaire en 2008. C'est un homme de 50 ans qui a été formé dans un monde sans écran. C'est un intellectuel de très haut niveau. Et en 2008, il faut que 2008, le monde était très différent. On n'avait pas tous les smartphones commençaient à peine, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux avec un tel développement. Donc un homme comme lui, et il dit d'ailleurs dans l'article que vous citez en The Atlantic, il a tiré un ouvrage mais que je n'ai pas lu, j'ai lu l'article de The Atlantic et je l'ai souvent vu citer, il dit « Je n'arrive plus à me concentrer à lire des gros livres et ni ses amis non plus. » Il cite ses collègues non plus. Et là, ça m'inquiète par rapport au monde d'aujourd'hui. Ça m'inquiète énormément. Qu'est-ce que nous sommes devenus là-dessus? Mais on se rend compte, sans avoir 15 ans, même quand on a grandi sans ces dispositifs-là, on passe trop de temps dessus, on a moins de temps pour se concentrer. C'est global. Si tous ne mouraient pas, tous étaient frappés. Des classes populaires aux classes au CSP+, alors c'est plus grave dans les classes populaires, l'impact des écrans, notamment chez les plus jeunes. L'INSERM a montré ça en 2023. Mais vraiment, on est tous frappés par ça. Et un point, en ce moment, une réflexion là-dessus que j'ai, c'est la suivante. Je pense que la perte d'esprit, c'est comme le manque d'oxygène pour le cerveau. À partir du moment où on devient bête, on n'a plus assez de capacité cognitive, soit par manque d'oxygène, par manque de culture et de savoir, de développement cérébral, mais c'est déjà trop tard pour se rendre compte qu'on a un problème et agir. Ça, c'est ma vraie inquiétude. Alors, si je voulais un peu positiver, parce qu'il faut positiver quand même. Alors, je vais prendre mon exemple personnel, parce que moi, j'ai de très mauvais yeux. Et alors, en fait, d'ailleurs, j'ai lu votre bouquin. Il y aurait quelque chose à dire, d'ailleurs, à l'éditeur sur la façon dont il numérise les livres. Mais enfin, bon, je lis tous mes livres sur soit Kindle, soit sur une autre liseuse. Et j'en ai un paquet, hein, parce que je suis gros lecteur. Donc souvent, les gros lecteurs, d'ailleurs, sont des lecteurs électroniques parce qu'ils en consomment beaucoup et ils n'ont pas envie de transporter des kilos de bouquins. Donc finalement, c'est pas une question de technologie. Pour en revenir au bouquin de Démurger, on a l'impression que quand j'ai lu son bouquin, il suffit de me donner une tablette pour que je devienne stupide. Et moi, j'ai une tablette, j'ai un téléphone, j'ai 5 ordinateurs, j'en ai partout. Et ça m'empêche pas de lire, au contraire, ça me fait lire partout. Et en tout lieu, je rentre dans le bus, je sors mon téléphone et je lis. Alors oui, c'est sûr, je suis tout le temps pendu sur mon téléphone, mais pour lire, c'est pas différent finalement. Donc, il y a peut-être une nuance à apporter qui est que c'est pas tellement l'outil qui est important, mais ce qu'on y fait. Si on fait lire aux élèves des livres sur Kindle, ils seront pas plus bêtes que s'ils les lisent sur le papier. Alors, pour le coup, si, ils seront plus bêtes parce qu'il y a des études, notamment en fait les lire, qui le montrent, que la lecture sur écran n'a pas le même impact en termes de représentation pour le cerveau que la lecture sur papier. Mais bien sûr que la lecture sur Kindle sera meilleure que pas de lecture, bien entendu. Après, n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez été, j'imagine, lecteur papier avant d'être lecteur sur écran. Et c'est que... Oui. Statistiquement, bien sûr, il y a des gens qui lisent encore. C'est heureux. Bon, de moins en moins, certes. Mais il faut voir que l'écran est une source de distraction. Le média et le message. Surtout pour les plus jeunes. Quand vous avez des individus qui ont un smartphone rempli de notifications, s'ils essaient de lire sur leur smartphone, il va falloir qu'ils résistent face à leur propre désir qui a été constitué par ailleurs. Hein. Le fait qu'ils se soient rendus accros à leurs applications, qu'ils aient envie d'y aller, une envie qui est plus forte qu'eux d'ailleurs. Hein. Il va falloir résister à cela. Ensuite, il va falloir résister aux notifications qui arrivent. En gros, l'écran produit un effet. De la même manière qu'il y a des études qui le montrent, l'IA crée un effet de déresponsabilisation des individus. Parce que quand on considère qu'il y a une entité qui est aux commandes, l'individu, consciemment et inconsciemment, bien, il est moins consciencieux. C'est-à-dire que l'outil, là, en l'espèce, il n'est pas neutre du tout. Il produit certains effets. Et c'est ça qu'il faut voir. Principalement. Et puis, ces questions-là, j'aime particulièrement parler des plus jeunes parce qu'ils baignent dedans, ils sont beaucoup plus soumis à cela. Et donc, on voit les effets bien plus forts sur les plus jeunes que sur les générations un peu plus anciennes. Quand on a eu la chance, vous comme moi, d'être adolescent sans le smartphone, on n'a pas eu cette même jeunesse. C'est même difficile parfois d'imaginer quand je vois les chiffres de nombre d'heures passées sur les différentes notifications, applications, bon lapsus. Écoutez, il y a une étude de décembre 2023 du Pew Research Center qui montre qu'aux États-Unis, 30% des adolescents sont
almost constant, donc quasiment constamment connectés aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on intègre YouTube. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là, les volumes d'heures sont extraordinaires. On n'arrive pas à l'imaginer quand on ne le vit pas en sa chair ou lorsqu'on n'a pas des adolescents sous les yeux. Pourtant, la réalité, elle est là. Alors, ce que je commence à voir dans les écoles, d'ailleurs, y compris chez les étudiants américains, parce que j'en ai beaucoup dans ma société, et c'est des élèves qui commencent à se déconnecter et à se déconnecter des médias sociaux et à des fois abandonner le smartphone. Mais enfin bon, ça reste encore marginal. Que souvent, j'évoque la France archipel de Jérôme Fourquet, c'est que je ne crois pas qu'on pourra sauver tout le monde, même avec un message de vérité, des études, etc., etc. Je pense que ça résonnera malheureusement uniquement dans certains archipels. Donc, ce sera des groupes d'individus ou certains milieux sociaux qui vont se déconnecter. J'ai vu des articles dans le New York Times justement d'adolescents qui sortaient de cela parce que ils se rendent compte. Vous avez dû voir il n'y a pas longtemps une expérience qui a été faite avec des jeunes, c'est 10 jours sans smartphone. C'était très intéressant de lire ce que ces jeunes disent après cette expérience-là. C'est frappant. C'est avec des termes très forts, du type on ne voit pas la vie, en fait. Il y a souvent des voilà, et ainsi de suite. Mais bon, parce que ces pauvres ne lisent plus, donc ils sont soumis à des leur langue, mais je mets ça de côté. On ne voit pas la vie. Ils se rendent compte qu'ils sont privés de leur propre vie parce qu'on met un écran entre eux et les autres, entre eux et le monde, entre eux et eux-mêmes d'ailleurs. Ils n'ont pas le temps de rester à faire autre chose de leur temps ou à réfléchir par eux-mêmes, même à s'ennuyer. Et donc les idées viennent toutes seules. Non, il y a cette envie, mais qu'on vit tous, hein, de prendre le smartphone et de courir derrière. Alors, finalement, dans cette vue un peu dystopique, qu'est-ce qui va se passer? On va vers une idiocratie ou est-ce qu'il va y avoir un sursaut Est-ce que c'est finalement inéluctable? Pour ma part, je considère que la catastrophe a déjà eu lieu. Il suffit de regarder les études sur l'usage des écrans. Souvent, on parle d'usage des écrans, mais on dit que ça dépend de ce qu'on fait. Bien sûr, ça dépend de ce qu'on fait. Mais on a assez d'études pour montrer ce que les gens font, surtout les plus jeunes, et surtout les plus jeunes des classes populaires, qui vraiment subissent une double peine en la matière. Souvent, on me pose la question, mais quelle solution? Alors déjà, moi, j'ai une rationalité très universitaire. Je cherche des études, je les mets en relation pour diagnostiquer le réel. Après, l'idée de qu'est-ce que faire, c'est une autre forme de rationalité que je suis en train d'aller vers ça parce qu'on me demande de plus en plus que faire et je sens aussi ma responsabilité de réfléchir et faire des propositions. Là, ce ne sont que des propositions à soumettre. En tout cas, il y a des choses parfois même très simples. Dans ce documentaire, derrière les écrans de fumée, on voit des repentis de la Silicon Valley, notamment Tristan Harris. Il nous donne des petites techniques qui ne sont pas inintéressantes. Mettre son téléphone en noir et blanc, supprimer toutes les notifications, ne mettre aucune application sur le premier page du smartphone, avoir des applications pour réglementer son temps. Je lisais dans la presse le manager de promotion d'HEC qui disait « Moi, je passe 15 minutes par jour sur les réseaux sociaux. » 15 minutes. Est-ce qu'au bout de 15 minutes, ça se coupe? Au moins, j'imagine que, comme on dit dans la région, il va droit au but. J'imagine aussi que grâce à cela, il ne perd pas de temps là-dessus, puis il vit. Alors, bon, déjà, il étudie beaucoup, ce monsieur. Mais comme il dit lui-même, bah oui, j'ai des amis quand même. Il a des relations sociales, donc ça n'empêche pas. La prise de conscience est importante, mais la liberté individuelle, là, elle ne suffit pas. Pour le coup, Michel Desmurger, ce qui est admirable de sa part, c'est de rester, pour moi, une référence, notamment de donner la science sans prendre parti politiquement ou bêtement et méchamment. Et quand on lui demande constamment qu'est-ce qu'il doit faire, quand on le pousse dans ses retranchements, parce qu'habituellement, il dit, voilà, moi, je vous dis ce que dit la science. Il dit, à minima, que les parents soient au courant. Et moi, ça ne me suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans des systèmes techniques qui vous rendent accro, qui modifient modifie votre cerveau, qui s'adresse à vos incapacités, à vos biais, aux faiblesses de votre cerveau. Et donc, pour reprendre Ovide, cité par Spinoza, c'est souvent comme ça qu'on l'entend, je veux le bien, je l'approuve, et pourtant je fais le mal. Donc, même si vous êtes conscient que les écrans, c'est négatif, vous n'arriverez pas tout seul. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle sociétale, que l'État, et là, on sent qu'il y a un mouvement qui se met à l'œuvre, qu'on interdise des designs de smartphones et d'applications basées sur le piratage de nos esprits. Ça, c'est inacceptable. Bon, après, c'est comme toute drogue, en général, elle est faite pour créer une addiction, mais... Exactement, oui. C'est de la drogue. Vous avez bien, c'est le bon terme. On parle souvent d'éducation, mais est-ce qu'on parlerait d'éducation à la cocaïne? Ça n'a aucun sens. Bon, ben là, c'est pareil. Donc, arrêtons. Audran Le Baron,
qui est le directeur du numérique au ministère de l'Éducation nationale, il nous dit pareil, oui, il faudrait éduquer les parents et ainsi de suite. Mais là, ça n'a pas de sens. Récemment, je faisais une conférence et une dame est venue me voir ensuite, m'a beaucoup touché d'ailleurs. Cette dame-là me dit qu'elle a essayé à un moment donné de retirer le smartphone à sa fille de 14 ans, qui passait beaucoup trop de temps. Tout d'un coup, sa fille a eu envers elle, elle a été violente. Elle s'approchait d'elle vraiment tête à tête en lui disant rends-moi mon téléphone. Et là, cette mère a été effrayée. Mais là, je plains en fait cette jeune fille parce que c'est notre responsabilité en tant qu'adulte de protéger les plus jeunes. Et là, on ne le fait pas. En la matière, j'aime beaucoup citer Hannah Arendt. Elle pense en réponse, en combat face au totalitarisme politique. Donc elle nous dit, il faut que l'enfant, et ceci est vrai pour toute vie humaine, dit-elle, soit dans les quatre murs de la maison, dans l'intimité, pour pouvoir se développer, parce qu'être constamment sous le regard politique, ça nous détruit. Aujourd'hui, quand je relis son texte à l'aune du totalitarisme numérico-algorithmique, je me dis que les murs laissent passer le Wi-Fi, la 4G, et c'est même les parents qui donnent des écrans à leurs enfants. Et ça, c'est vraiment terrible. Donc ça prouve que c'est à l'État d'agir, parce que là, il nous faut une prise de conscience qui passe par le haut, et aussi pour agir et contraindre ces acteurs économico-politiques, les ByteDance qui nous donnent TikTok et autres GAFAM. Là, il faut avoir des acteurs de poids. Tout ça, ça suffira pas. Là, on a parlé finalement de sujets de fond qui sont loin de l'IA, mais alors il y a l'IA qui vient en plus de ça, et quand on dit IA, je suppose que c'est IA générative, parce que l'IA, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ouais. J'ai commencé ma carrière dedans, c'est un peu quelque chose. Mais bon, donc, quid? Alors là, on devient des super idiots, ou on était idiots, on devient super idiots, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce que tout le monde a l'impression on a un copilote et qu'on devient intelligent, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de sous-traiter cette connaissance? Et là, je branche sur un autre bouquin que vous connaissez sans doute, Co-Intelligence de Ethan Mollick, qui vient de sortir, où il décrit Voilà, il décrit on va la résumer courte, parce que le bouquin, en fait, c'est une longue suite d'essais et d'erreurs avec l'IA, bon, c'est pas très intéressant, mais en gros, il y a un concept de centaure et de cyborg. Alors, le centaure, c'est celui qui va considérer que l'IA vient l'aider, lui faire des trucs, mais il garde toujours la main. Et le cyborg, c'est celui qui se laisse faire et qui fait copier-coller. Bon, en même temps, lui, il a l'air de faire un peu les deux, ça dépend des moments, donc il mange un peu aux deux râteliers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être centaure? Est-ce qu'il faut être cyborg? Est-ce qu'il faut être les deux? Alors, il faudra avoir le choix. Alors, Ethan Mollick, je pense qu'il reprend, vous savez, c'est la terminologie centaure-cyborg de l'étude qu'a fait le BCG en septembre 2023, et on a vu dans la presse dire regardez, ChatGPT, ça augmente de 40% la productivité des consultants. Ouais. Quand je vois ça, je m'intéresse à l'étude parce qu'elle a été faite avec le BCG, 7% des effectifs, 758 consultants, avec Wharton, le MIT, Harvard et Warwick. Exceptionnel. Ouais. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire. C'est 15 minutes de lecture très facile, d'ailleurs. C'est pas un article académique. On le mettra dans l'article. Et quand on ouvre un petit peu, on voit que notamment, il y a plusieurs points qui sont intéressants, on va pas tous les voir, mais il y en a un que je trouve extraordinaire, c'est que quand on a formé des consultants GPT-4, d'autres non, ceux qui ont été formés font plus d'erreurs. Pourquoi? C'est qu'ils prennent confiance en leurs capacités. Et puis, il le disait même, c'est que GPT-4 est très persuasif. Et donc, croire qu'on maîtrise la technique, là, en l'espèce, c'est une lubie. Là, vous me poussez à amener, alors c'est un de mes concepts que je propose au débat, c'est non pas le concept de cyborg, qui est la contraction de cybernetic organism, être augmenté par la technique, concept issu des années 60, de l'imaginaire, de la conquête spatiale. Moi, je propose le concept de CICOG, qui est la contraction de cybernetic cognition. En gros, à force d'être confronté aux algorithmes, eh bien, c'est notre cognition qui est modifiée, qui devient cybernétique, sauf qu'elle en est diminuée, elle n'en est pas augmentée. Et donc, être centaure ou cyborg, est-ce que ça relèvera de notre choix? Je ne suis pas sûr. Là, récemment, je discutais avec une dame qui me disait, elle parlait que sa fille en 3e, elle devait faire un exposé, et elle directement elle dit, je vais demander à MII, comme j'ai pas la bonne prononciation, la mère pensant que c'était une de ses amies, alors que non, sa fille lui parlait de l'IA de Snapchat. Donc là aussi, on voit toute une génération qui ne va pas simplement aller sur Wikipédia. Et Wikipédia, il y a des pages, la plupart des pages sont très bien faites, c'est sourcé, etc. Aucun problème avec ça. Qui ne vont pas aller à la bibliothèque, encore moins. Non, qui vont demander à ChatGPT ou alors à leur ami IA, parce que là, c'est dans Snapchat, mais Google avait annoncé il y a 1 an qu'on aurait un coach de vie. Et là, ça, c'est sorti. C'est Google Astra et c'est ChatGPT 4T0. Le fait d'avoir un compagnon IA qui vous connaisse mieux que vous-même, à qui vous allez pouvoir parler,
qui vous parlera, comme dans le film Her de Spike Jonze. Et donc, on va avoir des individus qui seront constamment, alors je vais dire assistés, mais je vais me reprendre parce que au départ, on pourrait parler d'orthèse. Une orthèse, c'est pour accompagner un membre malade, déficient. Donc là, une conscience qui devient déficiente parce qu'elle n'est plus assez mobilisée. Mais je crois qu'à force de ne plus être mobilisée, notre conscience, comme un muscle, l'orthèse va devenir une prothèse. Elle va remplacer un organe qui n'est plus présent. Comme si on perd une main et qu'on a un dispositif pour le remplacer. Et comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'une fois qu'on n'avait pas assez de capacité cognitive, de culture pour développer le fameux esprit critique, comme si on pouvait développer l'esprit critique de manière hors sol, déconnecté des autres formes de savoir. Ça paraît illusoire. Eh bien, une fois qu'on aura grandi avec ces écrans, qu'on n'aura pas eu une éducation saine, simple, eh bien, notre ami IA nous paraîtra être la voie de la raison, parce que ce sera la voie de notre raison. Rappelez-vous Emmanuel Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, parce qu'il nous dit l'autonomie, c'est savoir se servir de sa propre raison sans être sous la tutelle d'un autre. La tutelle, désormais, ça y est, ça commence. C'est déjà avec les écrans, c'est nos smartphones. Maintenant, ça va être notre compagnon IA qui sera notre tutelle et qui sera pour nous peut-être une forme de vérité supérieure parce qu'il aura les mots que j'attends pour prendre du Cabrel dans La fille qui m'accompagne. Il aura, cette IA me connaîtra mieux que moi-même, saura les mots qu'il faudra me dire, à quel moment, avec telle intonation. Et il y aura ce pouvoir, j'évoquais chez les consultants du BCG tout de même, actuellement ce sont des dames et des messieurs quand même structurés intellectuellement, eh bien ils se font avoir par le pouvoir de persuasion de GPT-4. Et là on parle de GPT-4, on ne parle pas du 5, 6, 7, 8, on parle du IA généraliste, etc., etc. Bon, il y a un effet Eliza aussi, comme on dit souvent en IA, qui est l'effet où on a l'impression que c'est une personne qui vous parle parce que ça a été programmé comme ça et que c'est bien fichu d'ailleurs. Parce qu'on est câblé pour croire qu'il y a des consciences dans le monde. Voilà pourquoi l'animisme est la forme de religion la plus développée. Parce que même si vous savez que c'est une machine, prenez Blake Lemoine, ingénieur de Google en 2022, il sait que c'est une machine, il participe à la fabriquer. Bon, alors c'est important de dire que Blake Lemoine est aussi pasteur d'un courant évangélique pour comprendre aussi sa raison. Qui n'est pas que fait d'une rationalité froide. Bon, mais pendant qu'il fabrique la machine et qu'il participe à son entraînement, il a fini par croire que l'IA lambda de Google était consciente. D'ailleurs, il a mis sur la place publique ces discussions. Il suffit de les lire. C'est qu'elles sont troublantes. On peut imaginer cet homme-là le soir dans son écran en train de discuter avec la machine et avoir l'impression que la machine le comprend et qu'il y a un fantôme ou une conscience dans la machine. L'effet Lisa va marcher avec une puissance démesurée parce que là, c'est une voix. Enfin, là, c'est que du texte. Demain, vous mettez une voix humaine derrière. Enfin, vous mettez un visage. C'est ce que fait ChatGPT 4. Bien sûr. Alors, comment résister à cela? Et d'ailleurs, est-ce qu'on voudra résister? C'est notre question. On est vraiment dans le film de Spike Jonze, malheureusement, mais qui finit mal d'ailleurs, si on se souvient bien. Alors, peut-être qu'il finit bien parce que, en 2013, on peut commencer à divulgacher quelques points de la fin, mais c'est quand même un homme qui prend conscience de l'aliénation à ces dispositifs techniques et qui décide d'en sortir. Enfin, tout d'un coup, il voit que tout le monde a une relation... qui sort, d'ailleurs. Et oui, il voit que tout le monde a une relation intime avec sa machine et il se rend compte que l'impression qu'il a eue d'intimité avec cette machine, en fait, tout le monde vit la même chose. C'est la même expérience, je ne sais pas pour vous, mais pour le coup, j'aime trop partager ce point-là, c'est un point de critique, mais il faut que je le creuse. Quand je vois l'interface d'un téléphone de quelqu'un ou sa boîte courriel ou alors j'utilisais Netflix il y a longtemps, j'ai arrêté, mais quand on voit le Netflix d'une autre personne, on se rend compte que en fait chacun a son interface personnalisée et quand on croit sur son interface qu'elle est pour nous, en fait chacun a la même petite bulle et chacun vit dans sa bulle. Est-ce que nous n'avons jamais rencontré Internet, vous et moi? Non, on rencontre toujours la bulle Internet faite pour nous. Ça c'est vrai. On croit qu'on rencontre Internet avec un I majuscule, c'est faux. Ça vous protège d'ailleurs parfois. Mais enfin, parfois, oui, bien sûr. Face aux horreurs qu'on peut y voir, ça nous protège d'une part, mais ce qui nous protège nous enferme aussi. Ok. Alors, conclusion de cet entretien peu réjouissant quand même. Est-ce qu'il faudrait suivre l'exemple de Ravage de Barjavel et tuer comme le héros à la fin l'innovateur qui amène non pas une voiture dans ce cas-là, mais un ordinateur ou une nouvelle IA générative? Vous savez, moi, je suis simplement, je parle souvent comme un extrémiste parce que je veux que en démocratie, ce soit le peuple et le politique qui gouvernent et pas la technique. Et je veux simplement que la technique soit à la main de l'homme. Donc, que ce soit un outil à la main de l'homme et pas une méga machine qui nous en sert et qui fait de nous des rouages. Quand on voit Charlie Chaplin dans les temps modernes, on voit qu'il devient un rouage et on voit son corps et son esprit broyés dans les 4 murs de l'usine. Désormais, les corps et les esprits sont broyés
dans l'ensemble du corps social, du fait qu'avec ces écrans, nous travaillons, notre temps de loisir, nous pensons que c'est du loisir, en fait, c'est du temps de travail. D'ailleurs, il n'y a pas de considération de l'individu parce qu'on détruit ses capacités cognitives et son corps. Instagram, étude interne qui a été diffusée par le lanceur d'alerte, Frances Haugen, étude interne donc d'Instagram, 30% des adolescentes subissent et souffrent psychiquement de l'utilisation de l'application. Donc, ils le savent très bien, mais c'est fait pour. Hein. Alors, c'est pour vous rendre accro, et là, ils ont des études pour montrer que ça rend accro, que ça fait souffrir les individus. Ils n'arrêtent pas pour autant. C'est assez terrible. Mais pour revenir sur votre question plus précisément, je veux simplement que ces techniques-là, c'est que les techniciens ne gouvernent pas. Parce que quand les techniciens gouvernent, c'est de la barbarie technocratique. Donc, l'IA, je ne suis pas contre en soi, je suis contre les usages qui sont terribles, et il y en a suffisamment sur la place publique. Simplement, j'ai un peu de bon sens, un peu de raison en la matière. Et comme nous sommes tous les deux enseignants, il y a un travail très important pour justement éveiller les consciences des jeunes. Alors moi, j'ai plutôt un côté... Je suis assez optimiste dans l'ensemble, donc je vais positiver à fond. Hein. J'ai formé 1000 élèves à l'IA l'année dernière, et j'en recommence cette année. Et c'est des élèves de 19 ans, donc ils sont très jeunes. Et j'ai été agréablement surpris parce que je leur donne pas seulement un exercice, je leur fais faire un site web avec l'IA et entièrement avec l'IA, des films, des machins, des bidules, enfin il y a plein d'exercices à faire. Mais en fait, la chose importante, c'est à la fin, c'est l'évaluation. Je leur demande d'évaluer la qualité du travail qu'ils ont fourni. Je leur donne aussi toutes les métriques pour fournir un contenu équivalent si je le fais avec mes petites mains. Et je leur dis, est-ce que vous avez gagné du temps ? Est-ce que c'était plus efficace ? Est-ce que le résultat est meilleur ? Et finalement, je m'aperçois que dans les meilleurs, ceux qui sont les mieux notés, donc ils sont notés par leur pairs, donc ça veut dire aussi quelque chose. Et parmi les meilleurs, eh bien, on voit des gens qui ont cet esprit critique. Alors peut-être que c'est peu réussi mon truc, et que je les ai amenés à réfléchir, à prendre du recul, et à se dire, bah oui, de temps en temps, ça me fait gagner du temps, mais bon, bah là, non, là, je le prends pas, ou ça me fait gagner du temps, mais ça me rend fainéant, donc je vais peut-être faire travailler un peu mon cerveau. Donc, je suis plutôt optimiste là. Mais bon, je trouve d'ailleurs les jeunes générations à tout prendre plus critiques que tous ces vieux abrutis, je fais partie des vieux abrutis, sur LinkedIn. Et qui se répandent en louange sur la dernière version de tel ou tel machin. Bon, enfin, en gros, comme vous le dites, il n'y a pas à rejeter une technique qui finalement n'est qu'une technique, mais essayer de la mettre à sa place et surtout peut-être réduire les doses de drogue aussi un petit peu. Et dans votre exemple, justement, c'est que là, la technique est restée une technique sous la main. En somme, ça a permis aux étudiants d'être augmentés parce qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire, et également de faire les choses plus rapidement. Donc là, tout va bien. Dans une certaine mesure, je reviens sur l'étude du BCG. Alors là, c'était une étude, c'était pas chiffré, mais qualitatif. Quand ils ont demandé aux consultants qui utilisent depuis plus de 6 mois ChatGPT intensément, ils disaient même, on a l'impression d'être moins bon parce qu'on l'utilise beaucoup trop. Donc là, j'aurais tendance à dire que oui, bien sûr que c'est une très bonne chose dans le cas que vous évoquez. Attention de ne pas trop se reposer parce qu'à force de rédiger, on ne rédige plus, donc on ne pense plus. Et après, une question qui est à un niveau au-dessus qui se pose, c'est que qu'est-ce que nous faisons des graphistes, des codeurs de sites internet assez basiques, etc., etc. Donc là, après, c'est une question plus politique au niveau de la société entière. Hein. C'est que si moi, demain, je n'ai plus besoin de graphistes, de codeurs, etc., est-ce que je peux tout faire avec l'IA, que deviendront ces personnes? Donc là, c'est à un autre niveau. Quand j'étais plus jeune, je développais des applicatifs propriétaires et il a bien fallu que je trouve un autre métier parce que ça a disparu. Donc, bon, ça revient un peu d'ailleurs, mais enfin, je m'y remette. Mais bon, toujours pour faire référence à un autre bouquin qu'on lisait quand on était plus jeune, qui est un bouquin des années 50, je crois, qui s'appelait Le travail en miettes de Friedman. Voilà, vous connaissez bien sûr. Et moi, la question que je me pose, c'est finalement, les travailleurs de l'Internet aujourd'hui, et je me mets dedans, ne sommes-nous pas devenus finalement, d'une certaine manière, les ouvriers spécialisés du travail? Bien sûr. Alors, vous savez, j'ai souvent cette forme de boutade, de dire que, bon, là c'est du sérieux. Le but de l'homme, ce n'est pas le travail.
parce que le but de l'homme, c'est pas d'être comptable. La boutade, là, c'est sur les comptables. Pourquoi? C'est parce que si nous pouvons nous libérer en partie du travail, parce qu'on va contraindre la quantité de travail, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est, pour ma part, je considère que c'est un mensonge. C'est le mensonge de la société industrielle d'avoir considéré, d'avoir dit que le travail était une bonne chose. Mais toutes les civilisations en dehors de la société industrielle considéraient que le travail était une mauvaise chose et a tenté de s'en libérer. Comme dit Hannah Arendt, c'est un tribut payé à la nécessité. C'est-à-dire que si on réduit la quantité de travail, moi je suis ravi. Je suis ravi. Sauf que la vraie question derrière, c'est comment on occupe ce temps libre Oui, de manière noble. Parce qu'en l'espèce, c'est sûr. je prends l'exemple de Michel Desmurger, quand il dit qu'un enfant vers 7-8 ans, enfin il dit c'est la science qui le dit, mais lui il transmet cette science, un enfant de 7-8 ans, je crois que c'est l'âge à ce peu près-là, dort 1 heure de moins, donc a 1 heure de conscience, de temps conscient en plus, mais dans les faits, on voit que cette heure-là est absorbée par les écrans. Et ça, on le voit trop souvent. Et donc, je crois que là, pour le coup, il faudrait instaurer, comme au temps du Front populaire, c'est l'actualité, comme en 36 comme en 81, un ministère du temps libre. À minimum, pas pour enrégimenter les individus, mais pour qu'il y ait de la part de l'État, parce qu'on est en France et l'État compte énormément, pour faire des propositions, pour faire quelque chose de ce temps libre. Voilà. Parce que là, actuellement, j'ai peur que ce temps libre, on ne soit pas capable de le mobiliser. Revenons à Hannah Arendt, qui nous disait, ça fera un lien avec Friedman, le travailleur miette, elle disait, nous vivons dans une société de travailleurs sans travail, il n'y a rien de pire. Parce qu'en somme, ce qu'elle dit, mais là j'ai plus la citation exacte, tout ce qui est enlevé de l'esprit, on l'a détruit. L'art, la spiritualité, etc., etc. Et donc, en l'état, qu'est-ce qui reste à une société de travailleurs sans travail? Rien, le néant. Et donc, si on récupère du temps libre, il faut pouvoir le mobiliser, mais il y a des choses très simples, genre prendre soin de l'environnement, prendre soin des autres, prendre soin de soi. Il y a plein de choses à faire. Et tant mieux si on peut restreindre la quantité de travail. Pour moi, c'est merveilleux. J'en suis, mais profondément ravi. Pour le coup, l'IA en la matière, c'est extraordinaire. C'est véritablement extraordinaire. Mais il faut qu'on soit à la hauteur de cela. Il faut qu'on soit en capacité de réfléchir collectivement en tant que société. Qu'est-ce que nous faisons dans une société où le salariat et le travail n'est plus au centre? D'ailleurs, la jeune génération nous l'a dit, que le travail n'est plus au centre de leur vie comme les générations précédentes. Donc, il y a déjà une transformation de valeur qui, là, en ce moment, est en train d'être accompagnée par une transformation technique. Il faut qu'on soit à la hauteur de cela. Eh ben, merci pour cette conclusion, Marius. Absolument, il faut rester positif. Il y a aussi des gens qui font aussi autre chose que des écrans. Je vois tous ceux qui pédalent dans Paris en ce moment. On voit maintenant plus de vélos que de voitures. C'est encourageant. Ils font autre chose que regarder leurs écrans. Alors, surtout, regardez pas votre écran quand vous faites du vélo. Merci Marius. Merci, c'était un vrai plaisir. Et bonne chance pour le bouquin. Merci beaucoup.